Tout a commencé par un pressentiment. On essaie de le chasser, mais il s'accroche. Cette semaine-là, elle était différente. Elle riait un peu trop fort pour rien, vérifiait son téléphone une seconde de trop, souriait quand elle croyait que je ne la voyais pas. Je me suis dit que c'était rien. Le stress. Le boulot. Peut-être les hormones. On sait tous que la vie use les gens. Mais le murmure restait. Alors un vendredi, je lui ai dit que j'avais un rendez-vous avec un fournisseur à 2 heures de route, que je rentrerais tard. Elle a hoché la tête, sans presque lever les yeux de son écran. Fais attention sur la route, qu'elle a marmonné. Je l'ai embrassée sur le haut du crâne et je suis sorti. Sauf que je n'ai pas pris la direction du nord. J'ai tourné le camion vers le sud, là où le signal me disait d'aller. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais installé une appli de géolocalisation sur son téléphone depuis plusieurs mois. Pas parce que je me méfiais d'elle. Pas à l'époque. Mais comme je travaille avec des machines dangereuses et des outils électriques, si jamais il m'arrivait quelque chose sur un chantier, je voulais que quelqu'un sache où j'étais. Je lui avais donné accès au SIL, ça me paraissait juste. Elle ne m'avait jamais demandé une seule fois où j'étais passé. Bref, le signal s'est arrêté dans une petite ville à une 40aine de kilomètres. Un bled tranquille où les gens se saluent encore quand ils se croisent en voiture. J'y étais déjà passé 2-3 fois pour acheter des pièces. Rien d'extraordinaire. Sauf ce jour-là. Ce jour-là, ça contenait quelque chose de très important. J'ai garé le camion en face du bistrot, celui avec les panneaux peints à la main et les tartes qui refroidissent sur le rebord de la fenêtre. Sa Clio était là. Je l'ai reconnue à la bosse sur le pare-choc arrière et au sticker fleur chip qu'elle avait collé par-dessus. Je suis resté un moment dans la cabine, à regarder les gens entrer et sortir, en sirotant un café tiède acheté à la station-service. Et puis je l'ai vue. Elle était dans un coin du bistrot, face à la vitre mais sans regarder dehors. Elle regardait lui. Un type que je n'avais jamais vu. Rasé de près, coupe nette. Le genre d'homme qui met du parfum même pour tondre la pelouse. Ses manches de chemise étaient retroussées juste ce qu'il faut pour laisser voir une montre qui valait plus cher que le crédit de notre maison. Il partageait une part de tarte aux cerises, 2 fourchettes qui dansaient sur la pâte comme une blague intime. Elle a ri à un vrai rire, gorge déployée, tête en arrière, les yeux plissés. Un rire que je n'avais plus entendu depuis 3 ans au moins. Pas comme ça. Pas pour moi. Sa main à lui était sur son genou. Pas par hasard. Pas un effleurement. Posée là, comme si c'était sa place. Comme si elle y avait toujours été. Et le pire ? Elle ne l'a pas retiré. Elle n'a même pas tressailli. Elle s'est penchée encore plus près. C'est là que mes mains ont arrêté de trembler. Bizarre, non ? On aurait cru que c'était le moment où j'allais péter un câble, défoncer la vitre et hurler un truc qui me ferait interdire dans tout le département. Mais non. J'étais juste silencieux. Pas calme. Pas froid. Juste silencieux, comme si on avait coupé le son du monde et qu'il ne restait plus que ma respiration. J'ai ouvert la boîte à gants et j'ai sorti mon vieux téléphone jetable. Celui que j'utilisais quand je faisais des petits chantiers au black. Je ne l'avais jamais jeté. Une partie de moi savait que ça servirait un jour. Je suis descendu du camion, j'ai traversé la route comme un type qui passe par là. Personne ne m'a remarqué. J'aurais pu être transparent. Je me suis arrêté devant la vitre et j'ai levé le téléphone juste assez pour avoir une photo nette. Clique, elle en plein rire, fourchette dans une main, sa main à lui toujours sur elle. On pourrait l'encadrer, l'accrocher au mur et l'appeler portrait d'une femme qui a oublié. Elle ne m'a pas vu. Lui non plus. Je suis entré dans le bistrot, j'ai fait un signe à la serveuse, je me suis assis au comptoir, j'ai commandé un café que je n'avais pas l'intention de boire. J'ai regardé le reflet dans le porte-serviette pendant 5 minutes, juste pour être sûr. Il lui a donné le dernier morceau de tarte. Elle a essuyé le coin de sa bouche avec une vraie serviette en tissu et lui a souri comme s'il était la maison. J'ai posé un billet de 5 € sur le comptoir, j'ai touché ma casquette pour saluer la serveuse et je suis ressorti par où j'étais entré. Sans claquer la porte. Sans un regard en arrière. Les fantômes ne font pas de bruit. De retour dans le camion, je suis resté longtemps assis. Le moteur tournait au ralenti. Le café est resté intact. J'ai regardé la photo sur le téléphone jetable. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti plus vivant que fatigué.
Je suis rentré juste après la nuit tombée. La lumière du Porsche clignotait un peu, comme chaque fois qu'il faisait froid. Je me promettais de la réparer depuis des mois, mais je n'avais jamais trouvé le temps. Drôle comme on laisse passer les petites choses quand l'esprit rumine quelque chose de beaucoup plus gros. Sa Clio était garée dans l'allée, de travers, comme si elle avait été pressée. À l'intérieur, j'entendais le lave-vaisselle. Elle était recroquevillée sur le canapé sous un plaid, en train de scroller son téléphone comme s'il contenait un trésor. « T'es rentré tôt », elle a dit sans lever les yeux. Sa voix avait ce ton faussement détendu, celui qu'on prend quand on essaie de ne pas avoir l'air nerveux. Le rendez-vous a été annulé, j'ai répondu en posant mes clés dans le vide-poche comme d'habitude. Les habitudes, ça compte. Les rituels permettent de cacher la tempête qui gronde dans la poitrine. Elle s'est levée, est venue vers moi, a passé ses bras autour de ma taille comme si rien n'était cassé. Je l'ai embrassée sur le haut du crâne, comme toujours. Elle sentait la cannelle et un peu du parfum qu'elle mettait quand elle voulait se sentir bien. Il y avait aussi une odeur de cerise. La tarte, sûrement. Ta journée, j'ai demandé en posant doucement mes mains dans son dos. Elle a levé les yeux et souri. Ses yeux brillaient trop brillants. Bien, qu'elle a dit. Juste ce mot, et ça m'en disait plus long qu'elle ne voulait. Peut-être la culpabilité. Peut-être l'excitation. Peut-être simplement le bonheur qu'on la regarde encore comme si elle comptait. Je n'ai rien demandé. J'ai juste souri comme un idiot et les laissé croire que j'étais toujours le même gars qui avait coulé le béton de l'allée à la main et qui avait pleuré quand son père était parti. Je n'ai pas parlé du bistrot. Ni du type. Ni de la tarte. Je n'ai pas parlé de la fleur sur sa robe qui n'était pas là le matin. J'ai tout laissé peser, comme de la neige sur un toit, silencieux et lourd. On a dîné ensemble des restes du frigo, rien d'extraordinaire. Elle m'a raconté le boulot, une histoire avec Nadine de la compta et un problème de cartouche d'encre. J'ai hoché la tête, je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé se sentir normal. Quand elle riait, je riais aussi, même si ma poitrine était vide. J'ai si bien joué mon rôle que j'ai failli m'y croire moi-même. Après le repas, elle a proposé de faire la vaisselle. Je suis resté à table, café froid à la main, à écouter le bruit des assiettes. Elle fredonnait tout bas. Un air joyeux. Le genre de chanson qu'on fredonne quand on pense que la vie va dans le bon sens. Quand elle a fini, on s'est posé sur le canapé pour regarder une série qu'on aimait avant. Elle s'est blottie contre moi, tête sur mon épaule. C'était tout confort et poids, comme autrefois. Si quelqu'un était entré à ce moment-là, il aurait juré qu'on allait bien. Mais je ne regardais pas l'écran. Je la regardais elle. Chaque battement de cils, chaque mouvement de ses mains, chaque fois qu'elle regardait son téléphone et tournait l'écran juste assez pour le cacher. Elle mettait énormément d'énergie à faire comme si tout était normal. C'est ça qui m'a touché, l'effort qu'elle déployait pour me faire croire que rien n'avait changé. Elle ne savait pas que je savais déjà. Elle ne savait pas pour la photo. Elle ne savait pas que j'avais vu de mes yeux, à 10 mètres, la main du type sur son genou, ses yeux illuminés comme jamais je ne les avais vus. Mais je ne l'ai pas confronté. Pas crier, pas accuser, pas lui donner le plaisir de me voir craquer. Non. Je suis juste resté l'homme qu'elle croyait encore trompé. Je l'ai embrassée bonne nuit comme d'habitude, j'ai éteint les lumières et je me suis couché à côté d'elle, les yeux grands ouverts dans le noir. Elle s'est endormie vite, respiration régulière et profonde. Moi, je fixais le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de nous, en pensant à tout et à rien. C'est là que j'ai compris, le silence n'était pas seulement dehors. Il était en moi aussi. Un silence dont on ne revient pas. Elle pensait avoir du temps. Du temps pour mentir, du temps pour jouer, du temps pour décider si j'en valais encore la peine. Alors je lui ai laissé du temps. Je l'ai laissé déplacer les pièces comme si c'était encore son jeu. Mais l'échiquier avait déjà basculé. Le lendemain matin, j'ai fait le café comme elle l'aimait. Elle a souri quand je lui ai tendu la tasse et m'a embrassé la joue comme si j'étais toujours son homme. Et moi, j'ai souri en retour. Parce que parfois, la meilleure façon de gérer un mensonge, c'est de faire semblant qu'il marche encore. Pour l'instant. Le mois suivant est passé comme un drôle de rêve. Pas le bon genre. Plutôt celui où tout a l'air normal vu de l'extérieur, mais au fond tu sais que tu n'es plus vraiment là. Elle continuait à vivre comme si de rien n'était. À scroller son téléphone à toute heure, à pouffer devant l'écran comme s'il racontait de meilleures blagues que moi. De temps en temps,
je demandais ce qui la faisait rire. Elle répondait, juste un mème, ou, un truc que Nadine m'a envoyé, et je hochais la tête comme si je la croyais. Mais je ne la croyais plus. Plus du tout. À ce stade, je ne posais plus la question pour avoir des réponses. Je les avais déjà. Je la posais juste pour que le spectacle continue à tourner correctement, comme un acteur qui fait ses marques dans une pièce qui a déjà fermé. Pendant qu'elle se servait du vin et regardait des séries qui ne m'intéressaient plus, je restais debout tard aussi mais dans le garage ou dans le bureau avec mon vieux PC qu'elle ne touchait jamais. J'ai commencé à faire des mouvements discrets. Petite chose d'abord. Puis plus grosse. La première, ça a été de vendre mon activité au black. C'était pas énorme, juste un petit service d'affûtage d'outils que je faisais le soir et le week-end. J'avais une clientèle fidèle qui aimait le travail à l'ancienne, à la main. Ça rapportait quelques milliers d'euros par an et couvrait les imprévus, réparations, anniversaires, petites galères. Elle n'en connaissait pas les détails, juste que je bidouillais. Je l'ai vendu sous un faux nom à un gars de l'autre bout de la France. Paiement cash. Aucune trace. Je lui ai passé ma liste de clients, une pile de factures et une poignée de main franche. C'était plus propre que prévu, comme épousseter une étagère et la trouver plus vide qu'on ne l'imaginait. Ensuite, je me suis occupé des comptes bancaires. On avait 2 comptes joints, un pour les factures, un pour l'épargne. Rien de luxueux, mais ça comptait. Elle continuait de s'en servir. Elle pensait probablement que je ne regardais plus. Mais je regardais. D'abord, j'ai ouvert un compte dans une petite caisse régionale à 2 villes de là, sous mon nom d'emprunt légal. Dépôt cash uniquement. Pas de banque en ligne, pas de carte. Juste un livret et le sourire du guichetier qui ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Puis j'ai commencé à vider les comptes joints, doucement, sans bruit. Quelques centaines par-ci, un chèque par-là. Toujours sous le radar. J'inventais des prétextes outils supplémentaires, réparation du camion, espèces pour du boulot au noir et elle ne tiquait jamais. Au bout de 2 semaines, je suis entré en agence et j'ai demandé la fermeture des 2 comptes. J'ai dit qu'on regroupait tout, qu'on faisait simple. Le conseiller a hoché la tête, imprimé les formulaires et m'a compté les billets sans sourciller. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche et je suis sorti comme si j'allais juste faire une course. Je n'ai pas touché son compte personnel. Je ne voulais pas la punir. Je voulais juste récupérer ce qui était à moi et la liberté de partir sans que son nom reste accroché à moi. Ensuite est venu le chalet. J'ai passé 2 semaines à chercher le bon endroit. Pas besoin de luxe. Juste calme. Isolé. Un lieu où personne n'irait regarder. J'ai fouillé les annonces, les forums de chasse, les sites d'enchères. J'ai fini par trouver ça chez une vieille dame qui voulait se rapprocher de ses petits-enfants. Pas d'internet. Pas de voisins. Pas de facteur après la boîte au bord de la départementale. C'était parfait. J'y suis allé sous prétexte d'un rendez-vous pro. Route secondaire tout du long. Le chalet était posé sur 5 hectares au fond d'une combe, au bout d'un chemin de terre si étroit que j'ai dû replier les rétros. La baraque était ancienne mais solide. Poêle à bois. Récupérateur d'eau. Un ruisseau pas loin si besoin. Et surtout, pas âme qui vive à des kilomètres. J'ai payé cash, dans une enveloppe craft que j'avais recomptée 3 fois la veille au soir. Elle n'a pas demandé d'où venait l'argent. Elle a juste hoché la tête, m'a donné les clés et m'a dit qu'elle espérait que ça m'apporterait la paix. La paix. Drôle de mot. Après avoir signé l'acte avec un nom que j'avais légalement déposé des mois plus tôt pour « confidentialité professionnelle », je suis rentré en silence. Le silence qui bourdonne dans les oreilles. Pas de radio. Pas d'appel. Juste les arbres qui défilaient et la route qui me rappelait que je commençais enfin à avancer. Tous les soirs de ce mois-là, je rentrais comme si rien n'avait changé. Je l'embrassais sur la joue. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je pliais le linge et je la regardais taper sur son téléphone avec le même sourire lumineux qu'elle avait donné au type du bistrot. Mais j'étais déjà parti. Dans ma tête, je vivais dans les collines. J'entendais le vent dans les sapins. Je sentais la fumée du poêle qui sortait de la cheminée. J'imaginais le perron au coucher du soleil, silencieux, intact. C'était devenu mon refuge, même quand j'étais encore coincé dans le même lit qu'une étrangère qui portait le visage de ma femme. J'ai commencé à préparer mes affaires en cachette. Mes bons outils dans des cartons étiquetés, bazar.
quelques vêtements qui ont disparu dans le camion. J'ai sorti du vieux matériel en disant que je l'avais donné. Elle n'a rien remarqué. N'a rien demandé. Peut-être qu'elle était trop occupée à construire son propre avenir. Ou peut-être qu'elle me croyait trop bête pour voir ce qui se passait sous mon nez. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas bête. J'étais méthodique. Chaque geste était une pièce de puzzle. Chaque mensonge qu'elle me servait me donnait la permission de me rapprocher un peu plus de la sortie. Un peu plus près du bord. Et quand elle a ri dans son téléphone cette dernière nuit de novembre, les pieds repliés sous elle, son verre de vin plein et sa garde baissée. J'étais déjà un fantôme dans ma propre maison. Et les fantômes ne restent jamais longtemps. J'ai toujours cru que si je partais, ça ferait du bruit. Porte qui claque, cris, peut-être du verre brisé. Mais quand le jour est arrivé, je n'ai fait aucun bruit. J'ai juste disparu. Vraiment disparu, le genre de disparition dont on ne revient pas. D'abord, j'ai supprimé mes adresses mail. J'en avais 3, une pour le boulot, une pour les factures et les spams, une privée pour le reste. Je les ai toutes effacées. Pas juste déconnecter, supprimer définitivement. Mot de passe brouillé, question de récupération changée en n'importe quoi, double authentification redirigée sur le jetable puis coupée. Aucune trace. Au début, ça faisait bizarre. Ces boîtes avaient fait partie de ma vie depuis plus de 10 ans. Elles contenaient des photos, des reçus, des réservations de vacances, tous ces petits bouts de vie numérique qui collent à la peau. Mais une fois que j'ai cliqué sur « supprimer définitivement », je n'ai pas regardé en arrière. Ce qui s'y trouvait n'avait plus d'importance. Ensuite, les réseaux sociaux. Je ne m'en servais presque plus. Juste un vieux compte Facebook, surtout pour les anniversaires et les photos des gosses des gens que je connaissais à peine. Mais il y avait mon nom, mon visage, nos photos de mariage. J'y suis allé, j'ai détagué tout, désaimé toutes les pages, supprimé chaque publication une par une. Ça a pris des heures. Quand la page a été vidée comme une maison après une saisie, je l'ai fermée pour de bon. Pas de message d'au revoir. Pas de statut, je fais une pause. Juste disparu. Le reste a suivi. Banque en ligne. Compte magasin. Plateforme de streaming. Carte de fidélité. Tout ce qui portait mon nom, mon adresse, mes habitudes j'ai connecté, nettoyé, fermé. J'ai acheté une carte prépayée que je rechargeais en espèces dans les stations-service. Plus de carte bancaire. Plus de traces papier. J'ai même changé l'écran d'accueil de mon téléphone. Avant c'était une photo de nous dans le Vercors. Ses cheveux dans le vent, tous les deux souriant comme si on ne savait pas encore à quel point on allait s'éloigner. Je l'ai remplacé par une photo des sapins près du chalet à grands arbres sous un ciel d'hiver, pas de gens, pas de bruit. À la fin, j'ai largué ce téléphone aussi. Passé à un clapet. Pas d'appli. Pas de Bluetooth. Juste appel et SMS et très peu. J'ai écrit sur papier la liste des 7 numéros que je voulais vraiment garder, puis j'ai jeté le reste avec la vieille carte SIM. Le fixe à la maison s'est mis à couper bizarrement. J'ai débranché la prise une nuit pendant qu'elle était sortie. Elle a accusé l'opérateur. J'ai hoché la tête, bu mon café et dit que c'était peut-être la météo. Et puis il y a eu mon chien. Ça m'a touché plus que tout le reste. C'est un bon chien. Toujours été. Gros bâtard, un peu berger, un peu labrador, museau grisonnant et des yeux qui voient à travers vous. Il a été là pendant tout ça. Jamais jugé. Juste resté prêt. Il portait un collier bleu avec notre adresse brodée. Je l'ai enlevé, je l'ai rangé dans le tiroir avec les photos de mariage que je n'avais pas encore brûlées, et je l'ai remplacé par un collier en cuir tout simple. Sans médaille. Sans nom. J'ai commencé à l'appeler autrement. Rien de compliqué, juste un nouveau prénom, court et net. Au début, il penchait la tête comme si j'étais devenu fou. Une semaine plus tard, il répondait comme s'il était né avec. Les chiens sont comme ça. Ils se fichent du mot. Ils écoutent la voix. On a changé nos circuits de balade aussi. Plus le tour habituel qui passait par la boulangerie et l'école. À la place, on prenait les sentiers de derrière, l'ancienne piste forestière, les endroits où plus personne ne va. Il s'en fichait. Il aimait le calme autant que moi. Dans la maison, j'ai commencé à vider les tiroirs. Lentement. Méthodiquement.
Tout ce qui portait mon nom ou le sien ou nos deux noms ensemble partis. Déchiquetés, brûlés ou jetés dans la benne derrière la coopérative agricole 2 villes plus loin. Même dans le garage, j'ai trié vis et ferraille, en gardant seulement l'essentiel. Un homme n'a pas besoin de grand-chose quand il repart de zéro. Juste ses outils, une carte et une destination qu'il n'a pas à justifier à qui que ce soit. Et le plus important, j'ai arrêté de parler aux gens qui me connaissaient. Je n'en ai pas fait un drame. Pas de dispute. Pas d'adieu. J'ai juste cessé de rappeler. Cessé de répondre aux messages. J'ai laissé le vide grandir jusqu'à ce que le silence paraisse naturel. Les gens finissent par vous oublier si vous les laissez faire. Je suis devenu une ombre dans la maison que j'avais construite, un figurant dans la vie que j'avais aimée. Elle continuait de rire devant son téléphone. Continuait d'organiser des dîners avec des amis que je n'avais pas vus depuis des mois. Continuait de m'embrasser la joue avant de sortir avec un trop naturel « je t'aime ». Je souriais. Je répondais. Et je m'effaçais un peu plus. Quand j'ai eu fini, il ne restait plus aucune trace numérique de moi. Pas de compte lié. Pas de photo taguée. Pas de téléphone qui pouvait me localiser. Même la carte grise du camion avait été discrètement transférée via un intermédiaire cache, une de ces boîtes qui ne posent pas de questions si les papiers sont bons. Je m'étais effacé de la surface de la terre comme une tache qu'on nettoie. Et personne n'a remarqué que j'étais parti. La nuit où je suis parti, la maison était silencieuse. Le vent tapait contre les fenêtres, mais dedans, tout était trop calme comme l'instant juste avant l'orage. Elle était dans la chambre du fond, en train de se brosser les cheveux devant la glace, fredonnant un air doux et oublié. Moi, j'étais dans la cuisine, les mains posées sur le plan de travail, à regarder le mot que j'avais déjà écrit. Une seule phrase, tu m'as perdu. Pas de prénom. Pas de signature. Rien à expliquer, et plus rien à dire. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai plié une fois, bien carré, et je l'ai posé sur la table de la cuisine, la même table qu'on avait choisie ensemble au vide-grenier de l'été de nos fiançailles. Elle parlait de la peindre en blanc, mais elle ne l'avait jamais fait. Elle disait qu'elle aimait la façon dont le bois gardait les histoires dans ses veines. Eh bien, elle en gardait une de plus maintenant. Je n'ai pas pris grand-chose. Juste l'essentiel, un sac de sport avec outils et vêtements, un peu d'argent économisé planqué dans un vieux thermos, ma carte d'identité au nom qu'elle ne connaissait pas, et la laisse en cuir de mon chien, mon seul vrai compagnon à la fin. Il remuait la queue comme si c'était une journée normale. Peut-être que pour lui, ça l'était. J'ai fait un dernier tour de la maison. Les photos étaient toujours accrochées, anniversaire, barbecue, un voyage sur la côte. On avait l'air heureux dessus. Peut-être qu'on l'était. Mais ces sourires appartenaient à des étrangers maintenant. Des acteurs dans une pièce qui avait duré trop longtemps. Dans le salon, la télé diffusait en sourdine une émission de rénovation. Elle adorait regarder les gens démolir et reconstruire. Ironique, avec le recul. Je suis passé devant sa chambre en sortant. La porte était ouverte. Elle n'a pas levé les yeux. N'a rien dit. Elle a dû penser que j'allais fumer une clope ou faire un tour de nuit. J'ai fermé la porte d'entrée sans bruit. Le camion a démarré au quart de tour, Dieu merci. Je suis resté une seconde derrière le volant, à regarder la lumière du Porsche. Elle clignotait toujours, comme depuis des mois. Je m'étais dit que je la réparerais. Je n'en ai jamais eu le temps. J'imagine que maintenant, je n'aurais plus à le faire. La route était noire et déserte. Je connaissais le trajet par cœur, départemental, aire de camionneur, chemin de terre, vieille piste de service que même le GPS ne connaît pas. Il faisait froid, mais j'ai laissé la vitre entr'ouverte. Le vent m'aidait à penser. M'aidait à ressentir quelque chose de vrai. Quand j'ai passé la frontière régionale, le soleil n'était pas encore levé, mais le ciel virait à ce gris doux d'avant l'aube. Celui qui donne à toute une teinte de cendre. Je me suis arrêté une fois pour faire le plein dans une station 24H24. Le pompiste n'a posé aucune question. J'ai payé cash, rempli le réservoir, pris un café tiède et un sandwich jambon sous plastique au frigo. Ça avait un goût de carton. Je l'ai mangé quand même. Mon chien a posé sa tête sur le siège à côté de moi, les oreilles qui frémissaient de temps en temps. Il n'avait pas l'air perdu, pas inquiet. Il restait là, comme s'il me faisait confiance pour avoir un plan. Et j'en avais un. Peut-être pour la première fois depuis des années, j'en avais vraiment un. On a attaqué le col juste après 7 heures.
La lumière a percé à travers les arbres comme un feu lent. Elle a peint les collines en or et en ombre, fait scintiller le givre sur l'herbe du talus comme du verre. Je me suis garé une fois, juste pour regarder. Quand je suis arrivé au chalet, le gravier a crissé sous les pneus d'une façon honnête. Pas de comédie ici. Pas de masque. Juste du bois, du vent et de la terre. J'ai coupé le moteur et je suis descendu. Mes bottes ont touché le sol gelé, mon souffle faisait des nuages. J'ai respiré l'odeur des sapins, de l'écorce froide, le léger craquement de la glace quelque part. Mon chien a sauté dehors, s'est étiré, nez en l'air. Il a poussé un petit aboiement, puis il est parti en courant vers la lisière. Je l'ai laissé. Il connaissait l'endroit mieux que moi. La porte a grincé quand je l'ai poussé. À l'intérieur, tout était comme je l'avais laissé la dernière fois, plancher nu, bois empilé, conserve, un lit de camp dans le coin. Rien de luxueux. Mais c'était à moi. J'ai allumé un feu. Tranquillement. Plus besoin de se presser. La chaleur s'est répandue lentement, mais sûrement. Le genre qui rentre dans les os, pas seulement dans la peau. Je me suis assis dans le vieux fauteuil en bois près de la fenêtre, une couverture sur les épaules, et j'ai regardé les bois. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré sans avoir l'impression qu'un poids m'écrasait la poitrine. Il n'y avait pas d'applaudissements. Pas de musique dramatique. Juste le bruit discret du vent dans les arbres, et le tic-tac du poêle qui montait en température. Et la paix. Un mot dont j'avais presque oublié le sens. Ça n'a pas pris longtemps après ma disparition pour qu'elle comprenne que la laisse était détachée. Au début, elle a essayé d'appeler. Quelques appels manqués. 2-3 SMS du style « T'es où ?» comme si j'étais juste parti chez le roi Merlin. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas vu la plupart avant plus tard, quand j'ai sorti la carte SIM de mon vieux jetable pour m'amuser. Elle a commencé par des messages doux, puis elle est passée aux reproches secs. Rythme classique. Quand le silence répond au bruit, le bruit monte généralement en volume. Au bout d'une semaine, j'ai appris qu'elle racontait aux amis que je l'avais abandonnée. Un de nos anciens potes, un gars de mon équipe de pétanque, m'a envoyé une capture d'écran. Elle avait posté qu'elle était plus forte maintenant et prête à reconstruire. Ça m'a tout dit. 2 semaines plus tard, j'ai reçu les papiers. Pas en main propre, évidemment. J'avais mis en place une réexpédition de courrier via un service légal, une boîte en Alsace qui faisait suivre les documents à une adresse que je relevais tous les 15 jours. Ils ont signé pour moi et scanné l'enveloppe entière. Dedans, une copie de la requête en divorce. Déposée par elle. Pour abandon du domicile conjugal. Elle demandait la moitié de tout, la maison, la retraite, les véhicules. Elle avait même listé mes outils et mon vieux matériel de chasse dans la demande de partage. Comme si elle avait déjà tenu une scie ou amorcé un hameçon. Elle devait penser que j'étais encore sonné. Que j'allais me pointer au tribunal la casquette à la main, à essayer de m'expliquer. Elle ne savait pas que j'avais tout prévu depuis des mois. Elle ne savait pas que j'avais les preuves alignées comme des dominos. J'ai contacté mon avocat. Je ne prononce pas le mot « avocat », comme certains, en le jetant dans les discussions comme une menace. Je ne fais pas peur aux gens avec des procès. Mais j'avais assez de jugeote pour choisir le bon. Un pote du lycée qui s'était lancé dans le droit de la famille. Mec discret. Voix douce. Flanelle sous la veste de costume. Le genre que les juges aiment parce qu'il ne fait pas de cinéma. Je l'avais contacté 3 semaines avant de partir. Je lui avais dit que je ne voulais pas encore déposer, mais que je voulais un plan. Je lui avais donné un dossier physique, pas numérique, avec tout ce qu'il fallait. Il l'avait scanné, imprimé, gardé les originaux dans un coffre. Et il m'avait donné le meilleur conseil de ma vie. Disparaît proprement. Laisse-la frapper la première. Alors quand elle a déposé, il était prêt. On a répondu vite dans la semaine. Pas une contre-attaque. Un coup dans le ventre. Dans la réponse, on a joint une photo imprimée, le bistrot, elle qui rit, sa main sur son genou. Une liste d'heures d'hôtel détaillée, une nuit facturée sur son compte fidélité, 2 personnes, départ tardif. Des captures de SMS tirées de la sauvegarde de ses messages grâce à un vieux téléphone jetable que j'avais discrètement synchronisé sur son cloud l'année d'avant. Elle n'avait jamais changé le mot de passe. Peu importe qu'on soit dans un régime sans faute. Le juge n'avait pas besoin de donner tort à quelqu'un. Mais les preuves parlent quand même.
Le ton compte au tribunal, et on a dessiné un tableau très clair, j'étais parti sans rien prendre, sans rien demander, et je n'avais répondu que parce qu'on m'avait traîné devant la justice. Elle voulait une pension. Elle voulait la maison. Elle voulait me découper comme un morceau de viande. Mais quand elle a vu les preuves, son sourire s'est éteint d'un coup. À la première réunion de conciliation, elle ne m'a même pas regardé. Lunettes de soleil à l'intérieur, comme si ça la rendait plus forte. Son nouvel avocat, pas le gros cabinet dont elle se vantait sur les réseaux, mais un deuxième choix a essayé de bluffer. Le mien a juste posé un classeur 3 anneaux sur la table et a dit « pièce à âger ». Ils n'ont pas beaucoup discuté après ça. Le juge a été juste, mais ferme. Elle a eu sa voiture. Quelques objets personnels. Une partie du compte qu'elle avait déjà vidé avec ses week-ends shopping. Le reste? Parti. Elle n'a pas eu la maison. Je l'avais transférée dans une SCI avant qu'elle dépose. Elle n'a pas touché le chalet, elle ne savait même pas qu'il existait. Elle n'a pas eu mes outils, parce qu'ils n'étaient enregistrés nulle part en commun. Et mon camion? Parti depuis longtemps, passé sous mon nom d'emprunt et immatriculé hors région. Quand le jugement définitif est tombé, son avocat a cligné des yeux très forts et lui a demandé si elle voulait encore se battre. Elle a secoué la tête. Elle est sortie avec juste son sac à main et un mince dossier de regret. Je n'ai jamais haussé la voix. Jamais fait de scène. Pas besoin. Elle avait lancé la première pierre. Je me suis juste assuré qu'elle lui revienne en descendant la pente. À la 3e année, le chalet ne ressemblait plus à une cachette. Il ressemblait à une maison. Ce qui avait commencé comme un endroit où disparaître était devenu autre chose. Le premier printemps, j'ai ajouté une deuxième pièce, puis une véranda grillagée, puis un petit bâtiment derrière avec des lits superposés et un poêle Godin. Les chasseurs et les randonneurs ont commencé à en parler, et à l'automne suivant, j'avais transformé l'endroit en gîte d'étape. Je ne faisais pas de pub. Pas besoin. Les gens me trouvaient à l'ancienne par le bouche à oreille. Je gardais les réservations sur un cahier, le café bien serré, les lits propres. Les clients respectaient le silence. Beaucoup d'hommes arrivaient avec trop de choses dans la tête et repartaient un peu plus légers. Ça me suffisait. Je ne regrettais pas la ville. Ni le bruit, ni les courses, ni les sourires en coin des gens qui faisaient semblant de ne pas connaître l'histoire. Ici, les arbres ne posent pas de questions. L'activité restait régulière. Je tenais les comptes, empilais le bois, et mon chien un peu plus lent, un peu plus blanc au museau restait près de moi, comme toujours. La vie n'était pas luxueuse, mais elle était à moi, et j'aimais ça comme ça. Puis un après-midi, mi-octobre, j'ai vu de la poussière sur le chemin. La plupart des gens arrivaient avec des pick-up propres ou des camping-cars. Celui-là était différent d'un vieux 4x4, rouille autour des passages de roues, rétro-passager fendu. Il montait doucement, comme s'il doutait d'être à sa place. Je suis sorti sur le perron, en m'essuyant les mains sur un chiffon. L'air était vif, les érables flambaient rouges sur la colline. Une de ces après-midi où tout est net et vivant. Elle est descendue côté conducteur comme un fantôme en botte. Je l'ai reconnue tout de suite, même si le temps avait adouci les contours. Ses cheveux étaient plus courts. Sa veste usée. Elle avait des rides autour des yeux qui n'existaient pas avant. Mais c'était elle. Même démarche. Même façon de ne pas vraiment te regarder dans les yeux jusqu'à la dernière seconde. Elle s'est arrêtée au bas des marches et a souri. Le même sourire travaillé que j'avais vu 1000 fois, même s'il n'atteignait plus tout à fait les yeux. « Salut », elle a dit, presque timide. « On m'a dit que c'était à toi ici. » Je n'ai rien répondu. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle avait besoin de parler à quelque chose. « C'est magnifique par ici », elle a ajouté. « Calme. » J'ai hoché la tête une fois. Rien de plus. J'ai roulé depuis la ville, elle a continué. Je me suis un peu perdu. Je ne pensais pas que c'était aussi loin. Toujours rien de ma part. Mon chien s'est assis à côté de moi, la queue balayant les planches. Il n'a pas aboyé. Il a juste regardé. Elle a pris une inspiration, puis m'a regardé comme elle le faisait quand elle voulait que je calme le jeu. « Tu me manques », elle a dit. Sa voix s'est un peu cassée. J'ai fait une erreur. Et voilà. Je n'étais pas en colère. Pas triste non plus. Ce que je ressentais, surtout, c'était la distance.
Comme si elle parlait à quelqu'un derrière moi, et que j'étais juste une ombre sur le passage. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas descendu les marches. Je n'ai pas demandé ce qui l'amenait, qui lui avait dit, ou ce qu'elle pensait qu'il allait se passer. J'ai juste laissé échapper un rire. Pas aigu. Pas méchant. Juste sincère. Un son fatigué, tranquille, qui venait de très profond et de très propre. Elle a tressailli, comme si elle ne s'y attendait pas. Comme si elle pensait encore que j'étais le mec qu'elle avait trompé, celui qui craquerait, qui pardonnerait peut-être, qui tendrait la main. Mais ce mec-là n'était plus là. Depuis longtemps. T'as changé, elle a dit, comme si ça pouvait expliquer le silence entre nous. J'ai haussé les épaules. Toi non. Elle a dégluti et baissé les yeux vers ses bottes. Elles étaient râpées au bout. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, elle a dit, la voix plus petite. J'espérais qu'on pourrait parler. On est en train de parler, j'ai répondu. Elle a relevé la tête, les yeux brillants. Je peux entrer? Non, j'ai dit, sans colère. Elle a cligné plusieurs fois des yeux, hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Sa bouche s'est ouverte, comme si elle allait insister. Mais non. Elle s'est retournée, a quitté le gravier, et remonté dans le 4x4. Elle n'a pas claqué la portière. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle est juste repartie doucement, comme elle était venue, jusqu'à ce que les arbres l'avalent complètement. Je suis resté là un moment, à écouter le vent dans les sapins, comme toujours. Puis je me suis retourné, je suis rentré et j'ai fermé la porte derrière moi. Certains fantômes ne reviennent pas. Et certains, quand ils essaient, découvrent juste qu'ils ont été remplacés par le silence. L'enveloppe est arrivée au printemps tardif. Plus épaisse que les autres. Mon avocat m'avait déjà prévenu que le jugement était passé, mais maintenant il m'envoyait les papiers définitifs tamponnés, signés, terminés. Décret final 6 juin. Pas de surprise. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine, main ferme. Sans cérémonie. Juste le bruit doux du papier qui se déchire, le froissement d'une vie enfin classée. Tout était là, noir sur blanc. Tamponné. Scellé. Fini. La seule chose que j'avais gardée de l'ancienne vie qui me semblait encore nette, c'était un stylo plume. Pas le genre cher. Juste un stylo solide, lourd, acheté neuf et jamais utilisé. Je l'avais gardé pour ça. Ça me semblait juste que la première ligne qu'il tracerait soit aussi la dernière qui me liait à elle. J'ai signé mon nom lentement, proprement. Sans tremblement. Sans hésitation. Juste un homme qui met un point final à un chapitre écrit avec son sang et ses années. Après, j'ai posé les papiers de côté et j'ai attrapé la bouteille. Ce n'était pas le moins cher, ni le meilleur mais il avait de la chaleur, et c'était tout ce que je voulais. J'ai versé 2 doigts dans un vieux verre ébréché que j'avais trouvé à une brocante au pied de la montagne. Fendu sur le côté, mais toujours solide. Je suis sorti sur le perron alors que le soleil commençait à descendre derrière la crête. Le ciel fondait orange, or, un peu violet sur les bords. Ça se répandait sur les arbres comme du feu sur l'eau. Le vent était léger. Il portait l'odeur des aiguilles de pin, de l'écorce ancienne, et quelque chose de doux venant d'un coin de fleurs sauvages près du ruisseau. Mon chien s'est allongé à mes pieds, la queue qui tapait paresseusement de temps en temps. Il ne courait plus beaucoup. Il aimait juste être prêt. L'air sentait la liberté. Pas bruyante. Pas ostentatoire. Juste solide. Vrai. J'ai repensé à tout ce que j'avais laissé derrière. La maison. La ville. Les mensonges. Cette version de moi qui avait trop attendu pour voir ce qui était juste sous ses yeux. Il me faisait l'effet d'un cousin que j'aurais connu autrefois. Un bon gars, peut-être. Mais trop confiant. Je ne le plaignais pas. Je ne le détestais pas non plus. C'est lui qui m'a amené ici. Et ici, c'était bien. Certains soirs, j'accueille des gens autour du feu de camp. Des voyageurs, des chasseurs, des types qui ont besoin de souffler de ce qu'ils portent. On ne parle pas beaucoup du passé. Juste des histoires de sentiers, de météo, peut-être d'un poisson qui a filé. Ça suffit. D'autres soirs, comme celui-là, je reste seul avec la montagne. Pas de bruit. Pas de nouvelles. Pas de voix qui demande où j'étais ou à quoi je pense. Juste la paix.
J'ai regardé par-dessus les arbres et j'ai pris une gorgée. Ça a un peu brûlé en descendant, mais proprement le genre de brûlure qui te rappelle que tu es toujours là. Toujours debout. Toujours à toi. Et quand le dernier rayon de soleil a disparu derrière la crête, j'ai levé mon verre une fois, légèrement, à personne en particulier. Le roi de mon petit royaume. Enfin libre. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Partagez votre opinion dans les commentaires, selon vous, que cherchait-elle vraiment lorsqu'elle est revenue des années plus tard? L'amour, l'argent ou la closure? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».